Immeuble de 6 étages à Brooklyn. Brick, construit en 1932, ascenseur, 12 appartements. 1,5 million de ces immeubles font vivre la classe moyenne de New York depuis 90 ans. Et maintenant, avancez la bande de 10 ans. Le même immeuble. L'ampoule du hall ne marche plus depuis 3 mois. L'ascenseur est en panne depuis l'automne d'il y a 2 ans. Des traces d'humidité apparaissent au plafond du 3e étage. Le toit fuit. Mais personne ne répare le toit. Dans l'un des appartements vit une femme âgée qui habite ici depuis 40 ans et paie le même loyer qu'elle payait en 1926. Et son fils, sa fille et son neveu de Quincy, ainsi qu'une jeune famille tout juste arrivée de Tel Aviv ou de Téhéran, ils ne peuvent ne pas trouver d'appartement dans cette ville, peu importe l'argent. J'ai déjà vu cet immeuble. J'ai vécu dans un tel immeuble. En réalité, il n'était pas à Brooklyn, mais dans une ville nommée Leningrad. Et il y a de tels immeubles à Berlin-Est, à La Havane et à Bucarest. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment exactement le maire de New York compte transformer la capitale du monde en ce que j'ai personnellement quitté à la fin de 1973, au début de 1974. Je vais placer devant vous 2 colonnes de texte. À gauche, les paroles de Zakran Mamdani. Mot à mot tiré de son communiqué de presse de 1926. Et à droite, les paroles des responsables du logement de Berlin-Est en 1973, Dieu merci. Elles ont été conservées par écrit. Et vous serez étonnés de voir à quel point elles coïncident. À New York, environ 1 million d'appartements sont soumis à ce qu'on appelle la stabilisation des loyers. Cela représente la moitié de tout le marché locatif. Des 5 boroughs, comme on les appelle là-bas. Brooklyn, Queens, et ainsi de suite. Bronx, Manhattan. C'est la moitié de tout le marché locatif. La stabilisation s'applique aux immeubles de 6 appartements ou plus, construits avant 1974, c'est ainsi qu'ils ont décidé. Chaque année, la commission municipale fixe le pourcentage maximal auquel le propriétaire peut augmenter le loyer lors du renouvellement du contrat. En somme, les fonctionnaires fixent le montant à demander aux locataires. Et si ce n'est pas suffisant pour les réparations, bien, le 9 mai 2026, cette commission a été nommée par Mamdani. C'est pourquoi, entièrement sous son contrôle, elle a voté pour la soi-disant fourchette de 0 à 2%. Autrement dit, ils autorisent soit 0. Autrement dit, ce n'est pas permis, n'est-ce pas? Soit on autorise une hausse de 2%, soit on dit, jusqu'à 2 maximum. Et le fait que l'inflation ait été, disons, 5, cela n'a pas d'importance. En juin, il y aura une décision finale. D'accord? Il obtiendra très probablement 0. C'est ça son gel promis. 0, c'est un gel. Ça sonne très humain, n'est-ce pas? Et c'est bien là tout le problème. Écoutez comment il formule lui-même. Je ne simplifie pas, je n'exagère pas. Je ne fais que citer. Le logement est un droit humain. En quel sens le logement est-il un droit humain? C'est-à-dire, tu marchais, tu as vu une maison, tu es entré dedans. C'est ton droit. Vivre maintenant. Comment ça? Nous protégeons les travailleurs new-yorkais contre la cupidité des grands propriétaires immobiliers. Comment? Qu'avez-vous dit? Nous protégeons. Et combien coûte la nourriture? Vous protégez aussi contre la cupidité des grands groupes agroalimentaires. Et combien coûtent les billets d'avion? Vous protégez aussi contre la cupidité des grands promoteurs, des compagnies aériennes. Aucune famille ne sera expulsée de son quartier. Donc qu'il pète ou non, cela n'a aucune importance. Tu as acheté une maison, tu as pris un prêt, tu dois le rembourser. Tu dois payer le concierge, tu dois payer le peintre, tu dois payer l'usine pour ce que tu as reçu. Et on te dit, moi je ne vais pas te payer. Mais toi à part, je veux quelqu'un d'autre qui me paiera. On te dit, impossible. Quoi d'autre? Le logement abordable est un bien public, pas une marchandise. Dans quel sens? Pourquoi ai-je construit la maison? Et pourquoi l'ai-je acheté là-bas pour 3, 4, 5, 8, 100 millions de dollars? Pourquoi faire? Pour que ce soit un bien public. Si je veux faire un don, je fais un don. Mais si j'ai investi dans une entreprise et que c'est mon entreprise, comment peux-tu m'enlever la possibilité de faire quoi que ce soit avec cette entreprise, de gagner de l'argent avec? Et enfin, la ville prend des mesures sans précédent pour demander des comptes aux propriétaires négligents. C'est-à-dire qu'en plus, on ne te donne pas d'argent pour le bénéfice, pour avoir réparé la maison, planté des arbres et nettoyé. En plus, ils te poursuivent alors que tu n'as rien gagné ni dépensé. Et si tu n'as rien, donc tu ne veux pas, tu ne dépenses pas ton argent pour améliorer la vie des habitants. C'est totalement irréaliste, non?
D'accord. Chacune de ces propositions sonne comme un acte de compassion. C'est justement un calcul politique précis. Une politique dont l'effet de premier ordre est perçu comme de la bonté, c'est une politique pour laquelle les gens font quoi? Ils votent. On leur dit « Ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, même si vous ne payez pas, on ne vous mettra pas dehors. Oh, ne vous inquiétez pas, on n'augmentera pas votre loyer. Oh, ne vous inquiétez pas, on ne vous expulsera pas, et ainsi de suite. » Mais la compassion, c'est en surface. Ce n'est pas la même chose que la compassion dans la vie, dans le système, comme on dit. Oui, le système, c'est justement ce que nous devons analyser. Ouvrons le livre de comptes de cet immeuble de Brooklyn, celle dont je vous ai demandé de vous faire une idée. Donc, le loyer est gelé. Que signifie cela? Rien ne change, aujourd'hui, demain, après-demain. Tout augmente autour de nous. Vous n'avez pas le droit d'augmenter en tant que propriétaire, et cela vous contrarie beaucoup, ou bien vous êtes un locataire qui vit là et vous êtes très content de gagner plus au travail, mais de continuer à payer le même loyer qu'avant. Passons maintenant aux dépenses. L'impôt foncier à New York augmente chaque année de 3 à 6%. C'est-à-dire que New York ne dit pas qu'ils vont geler l'impôt. Ils veulent en prendre plus. L'assurance du bâtiment, une augmentation de 10 à 15% par an à partir de 2020. Le combustible pour le chauffage. Pour le chauffage, c'est instable, mais en général, la hausse est de 5 à 20%. L'eau et l'assainissement augmentent de 49% chaque année. Autrement dit, vos dépenses augmentent de façon spectaculaire. Mais il est interdit d'augmenter le loyer. Le salaire du gardien d'immeuble, du concierge, des ouvriers de maintenance. 35% facilement. Matériaux, chaudière, toiture, électricité, plomberie, c'est 520%. Avec un loyer gelé, la marge réelle. Eh bien, la marge, n'est-ce pas? La différence entre ce que vous recevez et ce que vous devez dépenser. Elle diminue énormément. Cela réduit le flux de trésorerie. Et il reste 3 options aux propriétaires. Option 1. Eh bien, reporter les réparations d'un an ou 2. Ne pas remplacer la chaudière, même si elle chauffe mal l'eau, mais il n'y a pas d'argent pour la changer. Rafistoler le toit au lieu de le refaire. Parce que cela ne coûte presque rien. Prolonger le cycle de peinture de 3 à 7 ans. Normalement, c'est tous les 3 ans, mais tant pis. Qu'il gribouille, dessine ou gratte, peu importe. On repeindra seulement dans 7 ans. Attendre que les fuites deviennent des inondations avant d'agir. La deuxième option, c'est de quitter le marché ou de vendre. À un prix sous-évalué à celui qui a plus de juristes et qui espère attendre un changement de pouvoir. Maintenant, la troisième option, c'est d'abandonner. Simplement arrêter de payer la taxe foncière. Attendre que la ville récupère le bâtiment. Oui, c'est exactement comme ça que le South Bronx a perdu environ 30 000 appartements dans les années 70. 30 000 propriétaires ont disparu, c'est tout. Ils se sont volatilisés et toutes les traces ont été effacées. Les propriétaires incendiaient leurs maisons pour toucher l'assurance, car elles étaient redevenues des passifs. Elles ne rapportaient rien et coûtaient toujours plus. Allez, si tu ne donnes pas, tu te fais avoir. Notez qu'aucune de ces options n'améliore l'appartement. Autrement dit, la femme pour qui cette politique est censée avoir été conçue. Première année, après le gel du loyer, les locataires font la fête. Le gel fonctionne. Les propriétaires comblent la différence avec leurs réserves et repoussent les grands projets, pas cette année ni la prochaine, mais dans 3 ans. Troisième, quatrième année, les réserves sont épuisées. Une intelligence artificielle gère les appels de réparation. Les ampoules de l'entrée s'allument moins. On rafistole les sols du hall, ils changent. Les plaintes auprès des services municipaux du logement augmentent. Cinquième année. La première vague de petits propriétaires s'en va. Je ne parle pas des sociétés contre lesquelles Mamdani mène sa campagne. Je parle d'une famille d'émigrés qui possède un immeuble de 6 appartements à Sunset Park, d'une famille grecque à Astoria, d'une famille russo-juive à Sheepshead Bay, qui ont économisé pendant de nombreuses années pour acheter cette maison de 3 appartements dont les revenus constituent la retraite des parents. Ce sont eux qui partiront les premiers. Ils n'ont pas de service juridique pour naviguer dans la réglementation. Ils n'ont pas l'envergure nécessaire pour amortir la baisse des marges. Et qui viendra prendre leur place? Des fonds, des vautours, des spécialistes des actifs en difficulté, des gens qui achètent à prix bradé. Ils pressent les restes pendant 5 ans et s'en vont. C'est pire que cette arnaque d'entreprise, contre laquelle Mamdani comptait se battre. Ce n'est pas mieux, c'est pire pour les locataires.
Si cette analyse vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche. J'analyse cette ville, ce pays et ce moment de l'histoire pratiquement tous les jours. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une section privée pour 4 $ par mois. Là-bas, c'est sans filtre. D'ici la 6e ou 7e année, New York deviendra ce que devient toute ville ayant connu un long gel des loyers. D'immenses quartiers resteront vides. À moitié en ruine, sales, nauséabonds, avec de la prostitution, du trafic de drogue, et une police qui ne veut pas y mettre les pieds. Avec des appartements qui puent. Les gens qui y vivent depuis 10, 15, 20 ans ne déménagent pas, parce qu'ils paient là-bas un tiers du loyer que l'on paie autour. Mais il est aussi impossible d'y vivre. Et l'autre niveau, ce sont les gens qui sont venus en ville pour s'y installer, les immigrés, les personnes qui ont déménagé pour travailler. Ils arrivent sur un marché non régulé, qui s'est réduit à cause du gel. Une partie des logements a été transformée en appartements en copropriété, une autre a été convertie en commerce et d'autres sont simplement tombés en ruine. Le marché s'est donc réduit. Il est plus cher qu'il ne l'était avant le gel. Les nouveaux pendent pour la réduction des anciens résidents. Et en plus, rien n'y était construit. Parce qu'on a peur que dès que tu construis quelque chose, boum, un autre Mamdania arrive. Et il dira, hop, cet immeuble aussi passe sous un régime de loyer stabilisé. Un marché noir apparaît, naturellement. Des dessous de table, de l'argent liquide sous la table pour obtenir un contrat stabilisé. Sous-location illégale, faux locataires sur les papiers, falsification de bons. Ce n'est pas une théorie, messieurs, mais l'histoire documentée du New York d'autrefois. C'est le Stockholm d'aujourd'hui où l'attente pour un appartement stabilisé est de 20 ans Buenos Aires, avant Milei bien sûr. Où, après l'instauration du gel en 2020, le marché locatif a diminué de 60%, et Milei l'a annulé en 1924. Le marché a immédiatement rebondi. C'est Bombay, où les immeubles à loyer réglementés s'effondrent physiquement, tuant les habitants sous les décombres. Ils s'effondrent. Pourquoi ? Parce que les propriétaires n'ont pas d'argent, il n'y a pas de profit. Donc, il n'y a pas d'argent pour réparer ces maisons. En 2010, les loyers stabilisés à New York ressemblent à peu près à ça. Le parc résidentiel stabilisé s'est apparemment dégradé. Des milliers de petites maisons ont changé de propriétaire ou ont été abandonnées. La construction neuve a ralenti, parce que les investisseurs sérieux prennent en compte le risque dans toutes les futures catégories d'actifs. Le marché non régulé est plus cher qu'il ne l'était avant le gel. Les jeunes New-Yorkais et les nouveaux immigrés partent pour Austin, Miami, Charlotte, Nashville, Raleigh, n'importe où ailleurs. Des quartiers entiers, en particulier les quartiers ouvriers des boroughs périphériques, semblent décliner. Regardez Détroit. Ce n'est pas une prophétie, mais de l'arithmétique, cela est arrivé 100 fois. Maintenant, comme on dit, j'ai promis au début. Et laissez-moi vous donner une comparaison. Je vais mettre 2 colonnes côte à côte, à gauche ce que dit la mairie. Mamdani en mai 1926, à droite ce que sont pu Soraraïzik et Arur, ce que disaient les responsables du logement du Parti socialiste unifié d'Allemagne à Berlin-Est, lorsque Erich Hanniger a lancé son programme de logement en 1973, Mamdani mai 1926. Le logement est un droit humain. Berlin-Est 1973. Le logement est un droit de Mamdani. Le logement abordable est un bien public, pas un produit marchand. Cette déclaration n'a aucun sens, mais à Berlin-Est, ils ont dit la même chose. Le logement abordable est un bien public, pas un produit marchand. Vous ne remarquez pas à quel point c'est similaire, n'est-ce pas ? Mamdani, nous protégeons les travailleurs de New York contre la cupidité des sociétés immobilières. Berlin-Est. La protection des travailleurs de Berlin, dans ce cas Berlin, contre la cupidité et l'exploitation de la spéculation capitaliste sur le logement. Mamdani, aucune famille ne sera expulsée de son quartier. Berlin-Est. Aucune famille ne sera expulsée de sa maison. La seule différence, c'est que l'un a dit le mot quartier et l'autre a dit le mot maison. Mamdani. Des mesures sans précédent pour tenir les propriétaires négligents responsables. Berlin-Est. Des mesures sans précédent contre les propriétaires irresponsables. C'est-à-dire les propriétaires Mamdani.
100% de logements abordables. Berlin-Est, gestion publique du logement. Voici 6 parallèles, mesdames et messieurs. 53 ans les séparent, 2 langues différentes. Mais le dictionnaire s'est avéré être exactement le même, parce qu'il pense de la même façon. Et attention ce qui s'est passé ensuite en Allemagne de l'Est. Le programme de Honecker promettait de résoudre la question du logement d'ici 1990. En 1989, lorsque le mur est tombé, les Allemands de l'Est ont découvert qu'un tiers des bâtiments nécessitaient une rénovation majeure. Un 6e n'était même pas habitable. Aucun nouveau quartier n'a été construit depuis des décennies. Et la question du logement n'a pas été résolue. Elle était gelée, littéralement dans les murs des maisons en décomposition. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes la personne pour laquelle je fais cette chaîne, en fait. Laissez un j'aime. Cela aide l'algorithme à montrer la vidéo à ceux qui ne comprennent pas encore où mène cette route. Et écrivez dans les commentaires quel est votre argument le plus fort contre le gel des loyers. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites pourquoi. La discussion est utile. Le silence ne mènera à rien. Il n'y a pas de silence. Je vis dans un système poussé jusqu'à sa conclusion logique. Je sais ce que produit le gel des loyers. Parce que j'ai grandi dans ce que produit le gel des loyers. En URSS, le loyer résidentiel était fixé à environ 3% du revenu familial. En fait, appelons ça gratuit. Le discours officiel était identique à celui de Mamdani. Le logement est un droit humain. L'État protège les travailleurs. Aucune famille ne sera expulsée par les abus du marché. Réalité, appartement collectif soviétique. Qui sait, 3, 4, 5 familles dans un même appartement. J'ai vécu dans un appartement où 5 familles vivaient. Il y avait une seule toilette. Il y avait une seule cuisine. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de file d'attente pour le réfrigérateur, parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur. Des années d'attente pour un nouvel appartement. Un jeune couple s'enregistrait lors du mariage et recevait les clés quand les enfants entraient à l'université. Les bâtiments tombaient physiquement en ruine. Les rénovations majeures étaient constamment reportées. Les escaliers étaient sombres, les ascenseurs restaient en panne pendant des années. Il y avait un marché noir des permis de résidence et des échanges de logements. Parce qu'il n'y avait pas de marché légal. 2 niveaux de hiérarchie, les initiés et les exclus. Certains avaient un bon appartement hérité, d'autres non. Le système n'a pas créé l'égalité, il a créé une caste figée. Le système soviétique, c'est le contrôle des loyers poussé à son extrême logique. Mamdani propose ce qu'on appelle la première étape, mais sur la même voie. La direction est la même. La différence, c'est jusqu'où tu iras sur cette route, avant que tu t'arrêtes ou qu'on t'arrête. Et ici, je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous rappeliez pourquoi New York est ça de New York. C'est une ville, c'est la machine la plus impressionnante de création d'opportunités que l'humanité ait jamais construite. 8 millions de personnes parlant, 100 langues travaillant dans 300 professions sur 5 miles carrés. Pas parce qu'un quelconque commissaire les a répartis ainsi, mais parce que chacun d'eux a choisi d'y venir. Et chacun a choisi quoi construire, quoi acheter, à qui vendre, chez qui louer, ce qu'il faut payer et à qui. C'est ça, New York, le New York libre, sans loyer gelé. Dans 10 ans, ce n'est pas une catastrophe, c'est une explosion d'opportunités. Si le marché du logement fonctionne, les constructions avancent vite. Les jeunes familles les trouvent des appartements. Les immigrés arrivent, les gens s'installent, les petits propriétaires, ces mêmes familles d'immigrants, à Sheepshead Bay, à Sunset Park, et ils investissent dans leur maison, parce que cela a du sens. Les immeubles sont rénovés, les halls éclairés, les ascenseurs fonctionnent. Sinon personne n'y vivra, ils iront ailleurs. Et voici le grand paradoxe de la liberté qu'Andrew Golabus a expliqué toute sa vie. Quand vous arrêtez de forcer les gens à partager, ils commencent à voler, à choisir, à partager. Quand vous arrêtez de geler les prix vous-même, les prix commencent à baisser. Ils commencent à baisser d'eux-mêmes, parce que l'offre augmente plus vite que la demande. Quand vous arrêtez de protéger les résidents de longue date contre le marché devient lui-même leur allié. Leur appartement prend de la valeur, leur quartier s'épanouit et leurs investissements fructifient. Henrik l'a dit il y a 2000 ans, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas subir.
parmi ceux qui votent pour le gel des loyers, qui accepteraient que l'État fixe le prix auquel il doit vendre sa voiture ou sa montre à un inconnu. Le principe ne disparaît pas sur le seuil de la maison d'autrui. J'ai quitté l'URSS en 1974, j'ai choisi Los Angeles en 1986. Quelqu'un d'autre a choisi New York. Ce choix n'a été possible que parce que nous étions libres de choisir. Et cette liberté, pour la prochaine génération, pour les prochains millions, pour la petite fille iranienne, pour le petit garçon cubain qui viendront encore dans cette ville, il faut la préserver. On ne peut pas. Nous n'avons pas le droit de transformer New York en Berlin-Est de 1973. Nous ne pouvons pas transformer Brooklyn en appartement communautaire soviétique. Et ne faites pas confiance à une personne, même souriante, même jeune, même tenant le bon discours, qui vous promet la miséricorde par décret. La miséricorde imposée par décret n'est pas réelle. C'est le premier chapitre d'un très long livre que, personnellement, j'ai déjà lu. Et beaucoup d'entre vous aussi. Si cette vidéo vous a éclairé d'une manière ou d'une autre, partagez-la, surtout avec vos amis à New York, surtout avec ceux qui comptent à voter. Et abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like. Je veux faire une chose à laquelle la plupart des commentateurs se dérobent. Je veux mettre côte à côte deux documents. Et maintenant, nous allons aller de plus en profondeur. Voilà ce dont je parlais. Les similitudes, les différences. Berlin-Est, New York. Les chapitres avant que Berlin-Est ne devienne Berlin-Est. Les chapitres de New York, de Californie, de Chicago. À gauche, les 25 points du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le programme rédigé par Gottfried Feder, Anton Drexler et Adolf Hitler. Publié le 24 février 1920 à Munich. À droite, la plateforme publique de ceux qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis les socialistes démocrates. Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani, Elizabeth Warren elle-même. Leurs propres mots. Tirés de leurs propres programmes électoraux et communiqués de presse. Je vais passer en revue avec vous, point par point, où ces deux documents disent la même chose, ou presque la même chose. Avant que vous ne quittiez la vidéo, écoutez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je vais expliquer pourquoi cette comparaison diffère de ce qu'on entend habituellement sur Twitter, et pourquoi elle a en fait été faite par un lauréat du prix Nobel il y a 70 ans. Regardez jusqu'au bout, et je vous dirai où la comparaison s'effondre. Et c'est peut-être la partie la plus importante de cette vision. Commençons par les faits. Beaucoup de gens, surtout à gauche, préfèrent l'oublier. Premièrement, le nom complet du parti de Hitler. En russe, cela sonne ainsi. Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Socialisme dans le nom n'est pas une erreur de traduction. Ce n'est pas une astuce de propagande de la droite d'après-guerre, c'est un parti socialiste allemand. Socialiste. Deuxièmement. Hitler lui-même, dans ses discours, dans son livre Mein Kampf, dans des conversations privées, se qualifiait régulièrement de socialiste. En 1923 à Nuremberg, il a dit « Nous sommes des socialistes ». Nous sommes les ennemis du système capitaliste moderne. Ce n'est pas un lapsus, c'est un thème qui a été répété pendant des années. Les ennemis du capitalisme. Troisièmement, Friedrich Hayek, économiste autrichien et lauréat du prix Nobel, a publié en 1944 son ouvrage le plus important. Il s'appelle « La route de la servitude ». Je l'ai chez moi, à 3 mètres de moi. Je la relis constamment. Il l'a dédiée, littéralement, aux socialistes de tous les partis. Sa thèse centrale. Le socialisme brun, c'est-à-dire le nazisme. Le socialisme rouge, c'est-à-dire le soviétisme. Ainsi que le socialisme doux, le parti britannique allemand. Un code économique commun. Ils diffèrent quant à ceux qu'ils incluent dans l'utopie. Ils sont d'accord sur la façon dont ils la construisent. L'utopie. Par le préjugé, la négation de la propriété privée et le remplacement du choix du marché par les prescriptions de l'État. Et quatrièmement, l'historien allemand Götz Ali, dans son livre « L'État populaire d'Hitler », c'était en 2005. Il a démontré, document à l'appui, que le régime qui a existé de 1933 à 1945 reposait sur un vaste programme social. Congés payés, médecine gratuite, avantages pour les mères.
Annulation des dettes hypothécaires, familles sans enfants, tourisme organisé par l'État. C'était littéralement une politique socialiste. Elle était financée d'une certaine manière, n'est-ce pas? Par deux moyens, d'abord par le pillage des Juifs, ensuite par celui des territoires occupés. Mais pour l'allemand, l'Arien, elle offrait exactement ce que l'on appelle aujourd'hui l'État-providence. Je ne recours donc pas à un artifice rhétorique. Je reprends le travail qu'ont fait Goetz-Sally, George Watson, Neil Ferguson et beaucoup d'autres historiens et économistes sérieux, plus que simplement sérieux. Très bien, passons aux parallèles. Oui, point par point. Je vais prendre les points économiques et sociaux du programme, ceux qui concernent l'économie et la politique sociale, sans toucher pour l'instant aux points raciaux et nationalistes, auxquels je reviendrai séparément. Et je mettrai à côté les positions actuelles. Donc le point 11, voici celui des fascistes allemands. Briser l'esclavage de l'intérêt. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Et comme il s'est avéré, cela signifie l'abolition des revenus non liés au travail. Revenu sans travail, tu as gagné de l'argent, tu l'as placé en banque et tu touches des intérêts. La lutte contre les intérêts bancaires. Contre le capital spéculatif. C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas vraiment quoi faire de l'argent que tu as gagné, un parallèle moderne. Sanders, Wall Street, c'est du crime organisé. C'est-à-dire que Wall Street, c'est bel et bien du crime organisé. Les actions, la vente d'actions. Une campagne pour l'annulation. C'est Sanders, 1700 milliards de dettes étudiantes. C'est exactement la même chose, sauf que le chiffre était différent chez Hitler. Et la diabolisation constante des banques et de la financiarisation. Donc AOC, Ocasio-Cortez, une taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire tu as reçu de l'argent. Tu veux vendre ou acheter quelque chose. Tout cela est taxé. Warren, détruire les grandes banques, parce que le banquier est un ennemi. L'ennemi, c'est le créancier. Tu as besoin d'argent et tu demandes « donne-moi de l'argent ». Je t'en donne, mais qu'est-ce que j'y gagne? Tu prends 100 et tu rends 110 dans un an. D'accord. Si tu fais ça, il faut se battre contre toi. Absolument. L'ennemi, c'est celui qui vit des intérêts. C'est-à-dire que des gens viendront me voir et diront « donne de l'argent ». Je sais que ça ne me rapporte rien. Pourquoi lui donner de l'argent? À mon fils ou mon frère peut-être, mais à quelqu'un d'autre, pourquoi en aurais-je besoin? Je les garde sous mon oreiller. Le point 13 est chez les Allemands. Nationalisation. Mot à mot. Nous exigeons la nationalisation de toutes les entreprises déjà créées. Autrement dit, de toutes les entreprises du monde, sauf peut-être les petits ateliers. Un parallèle contemporain. Medicare pour tous, c'est-à-dire la nationalisation de toutes les assurances médicales privées. 1500 milliards, un marché au passage, une option publique dans le secteur bancaire. Sur Internet, dans les normes communales. Je crois à la propriété publique des moyens de production. C'est-à-dire, Vladimir Ilitch Lénine est tout simplement Trotsky, n'est-ce pas? Warren. Représentation obligatoire des travailleurs au conseil d'administration des grandes entreprises. Ont-ils, investi de l'argent pour construire ou produire? On ne leur enseigne pas cela. Ils ont seulement été embauchés. Quelle représentation? De quoi parlez-vous? Le quatrième point chez les fascistes allemands. La répartition des bénéfices des grandes entreprises. Participation. Participation des travailleurs aux bénéfices des grandes entreprises. Eh bien, si les propriétaires le veulent, ils leur donneront du travail. Et s'ils ne le veulent pas, excuse-moi, si tu ne veux pas y travailler, va travailler ailleurs. Un parallèle moderne, s'il vous plaît. Participation obligatoire des travailleurs à la gestion. C'est le cas de Warren et de Sanders. Démocratie économique, c'est exactement la même chose. Point 16. Création d'une classe moyenne saine. Communalisation immédiate des grands magasins. Et leur location à bas prix aux petits commerçants. C'est-à-dire si tu as construit un grand magasin beau, bon et cher, maintenant tu dois le louer à bas prix aux petits commerçants. Et on pourra les expulser plus tard, n'est-ce pas? Et toutes les commandes publiques doivent être passées auprès des petits commerçants. Quoi? Un parallèle moderne. Mai 1926. Des magasins municipaux d'alimentation dans chaque quartier de New York. C'est ce qu'il a dit. Il lutte contre les grandes chaînes commerciales. C'est-à-dire contre Amazon, contre Walmart, contre Whole Foods. Autrement dit, ce qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est, la grande Amérique. Ils ont fait baisser les prix. Ils ont offert un service incroyable.
Ils ont fait en sorte que tout soit frais. Non, non, non. Des quotas obligatoires pour les petites entreprises dans les contrats publics. Une taxe sur Dieu sait quoi. Qui punit avec une précision ciblée les plus grands propriétaires. C'était donc une citation. Une correspondance littérale avec le point 16 du Parti national socialiste allemand, la plateforme de Mamdani. Ça en mai 2016. Ce n'est pas un parallèle littéraire. Ce n'est pas, en général, une ressemblance. C'est exactement la même chose. Один в один. Point 17. Réforme agraire. Expropriation sans compensation. Expropriation sans compensation. On prend sans rien donner. Suppression de la rente foncière, c'est-à-dire après avoir loué, on arrête de payer, tout est annulé. Interdiction de la spéculation. Qu'est-ce que la spéculation ? Eh bien, la grand-mère de ma femme a été emprisonnée pendant 4 ans parce qu'il n'y avait rien à manger. Elle a acheté du tissu, elle a fabriqué, cousu un chemisier et elle est allée le vendre. Et elle l'a vendu. Elle a été arrêtée. Emprisonnée pour 4 ans parce qu'elle faisait de la spéculation. Donc pour elle, les fils, le tissu et quelque chose d'autre coûtaient 3 roubles et elle vendait le chemisier pour 10 roubles. Donc c'était une spéculatrice. Annulation. Interdiction de la spéculation. Réforme agraire. Loi sur l'expropriation sans compensation des terres à des fins publiques. Suppression de la rente foncière. Interdiction de toute spéculation. Y compris la terre. Le paradigme moderne. Le logement est un droit, pas une marchandise. Mamdani. Et aussi Sanders. La propriété foncière urbaine comme outil contre les bailleurs institutionnels. La promesse de Mamdani de geler les loyers. Suppression de la rente foncière pour 1 million d'appartements. Quoi ? Mais c'est à moi que la terre appartient. Non, plus personne ne vous paiera rien. Parce que c'est de l'esclavage. Criminalisation des investissements spéculatifs dans l'immobilier. Et ainsi de suite. L'éducation gratuite financée par l'État. Tout pareil. Protection étatique de la mère et des enfants. Santé publique. Voler, prendre à l'un pour donner à l'autre. C'est pour cela que des millions de mères aux États-Unis d'Amérique ne font pas enregistrer leur mariage, pour pouvoir toucher l'argent qu'on vous a volé. Superbe. Si cette analyse vous a appris quelque chose, partagez la vidéo. Surtout avec ceux qui ont l'habitude de penser que le nazi était de droite. Ce n'est pas mon avis. C'est le travail de Hayek, Guts Ali, George Watson. Abonnez-vous, activez la cloche. Et mettez un j'aime. Ça aide. Cela permet de diffuser la vidéo à ceux qui ignorent ces comparaisons. On nous a dit, et nous avons cru, qu'il existe des différences fondamentales cruciales entre la gauche allemande, c'est-à-dire les nazis, et la gauche américaine, c'est-à-dire le Parti démocrate. Voyons si c'est vraiment le cas. Les Allemands définissaient un citoyen par le sang. Les compatriotes ariens avaient des droits, tous les autres n'en avaient pas. Les socialistes démocrates modernes en Amérique font en quelque sorte l'inverse. Hitler construisait une utopie pour les Ariens. Mamdani construit une utopie pour tous, pour les immigrés du Bangladesh, pour le réfugié guatémaltèque, pour le portoricain du Bronx. Tout semble différent. Deuxièmement, l'antisémitisme et l'Holocauste. En Allemagne, ils ne se contentaient ni pas d'exclure les Juifs de leur utopie. Ils les ont exterminés. Au début, ils ont tenté de les expulser, sans succès. Ils ont tué 6 millions de personnes, dont des membres de ma famille. Ils sont morts à cause de cette politique. Pour ne pas offenser Yossif Selenitch, je dirais que la moitié est morte à cause des Allemands et l'autre moitié à cause des communistes, enfin je ne sais pas comment les appeler. Soviétiques, russes, je ne sais pas, il était géorgien. Alors Dieu seul sait. Aucun socialiste démocrate moderne aux États-Unis ne propose ni ne justifie le meurtre des Juifs. Toute tentative de mettre un signe d'égalité, c'est un manque de respect envers la mémoire des victimes et une malhonnêteté intellectuelle. Pendant longtemps, nous pensions que la principale différence entre les nazis et nos propres gauchistes, enfin les socialistes, oui, était que les nazis étaient antisémites et racistes, alors que les nôtres, eh bien, de quoi parlez-vous? Jamais de la vie. C'était très commode. Cela nous permettait, à nous les juifs, d'éprouver de la sympathie pour la gauche. Enfin, à certains juifs, pas à tous. Cela nous permettait, à nous les juifs, d'éprouver de la sympathie pour ceux qui veulent apporter. On comprend bien qu'ils volent, mais ils volent justement parce que ce sont de bonnes personnes. Ils veulent le prendre à l'un pour donner à l'autre. Ce sont un peu des Robin des Bois, non? Robin des Bois. D'un côté, c'est le voleur, de l'autre, le gentil. Je dirais plutôt Robert Good, non? Un bandit d'un côté, quelqu'un de bien de l'autre. Cela nous faisait croire, venant de l'Union soviétique, que les gauchistes américains étaient de très différents des collectivistes que nous avions fuis.
Cependant, ce que nous voyons aujourd'hui en Amérique nous oblige à reconsidérer cette différence fondamentale, que nous pensions exister, entre les deux socialismes, le brun et le rouge. J'ai analysé le programme économique du Parti national-socialiste de 1920 et les plateformes des socialistes démocrates d'aujourd'hui. La ressemblance était frappante. Ce qui se passe dans l'aile progressiste américaine en 2024-2025 pousse à poser une question gênante. Mais l'antisémitisme et la hiérarchie raciale sont-ils vraiment ce qui distingue nos gauchistes de ces gauchistes-là ? J'examinerai 6 points avec faits et sources. Avant de commencer, une remarque méthodologique. L'Anti-Defamation League, l'ADL, probablement la source la plus fiable pour recenser l'antisémitisme aux États-Unis, a constaté qu'en 2024, le nombre d'incidents antisémites a atteint un niveau record. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée. La plus forte augmentation. Là où les démocrates gouvernent et dans les universités. Ilhan Omar, 2019. Tweet. Tout tourne autour des Benjamins. C'est une allusion au billet de $100 et au stéréotype de l'argent juif, suivi de l'accusation que les juifs américains jurent allégeance à un autre pays. Jamal Bowman qualifie l'attaque du Hamas du 7 octobre d'opération sous faux drapeau. Il a nié la documentation des viols et des meurtres de femmes et d'enfants israéliens. Zohran Mamdani. 1924-1925, il a refusé de désavouer le slogan « Mondialiser l'intifada ». Il est complice de la section étudiant pour la justice en Palestine au Bowdoin College. Il est un partisan actif du boycott, du désinvestissement et des sanctions contre Israël. Ce n'est pas une invention. C'est la biographie publique du maire en exercice de la plus grande ville juive du monde, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. La définition adoptée par les États-Unis, l'Union européenne et 36 pays inclut explicitement dans les formes modernes les formes d'antisémitisme suivantes: le déni du droit du peuple juif à l'autodétermination. Par exemple, en affirmant que l'existence même de l'État d'Israël est une entreprise raciste. Par conséquent, selon la définition internationale acceptée, une partie importante de la coalition progressiste pratique l'antisémitisme. Chaque jour, lorsqu'elle affirme qu'Israël, en tant qu'État juif, n'a pas le droit d'exister. Aujourd'hui, en Amérique, les juifs ne sont pas officiellement interdits d'admission dans les universités, comme c'était le cas sous le président de Harvard, Abbott Lowell, en 1922, lorsqu'un quota juif y a été officiellement instauré. Quand je suis entré à l'université, il y avait un quota juif de pas plus de 1,5%. La version moderne est plus subtile, mais moralement apparentée. Décembre 1923. Audience au Congrès. Les présidentes de Harvard, Claudine Gay de l'Université de Pennsylvanie, Liz McGill et du MIT, Sally Kornbluth, n'ont pas pu répondre à la question que Stefanik leur a posée. L'appel au génocide des Juifs enfreint-il le code de conduite de leurs universités? Si vous n'avez pas compris, je répète. Il y a eu un appel au génocide des Juifs. Elle leur a posé la question. Est-ce que cela correspond au code de conduite de leurs universités? 2 sur 3 ont démissionné en quelques mois. Et là-bas, lors des auditions, ils n'ont pas pu répondre à cette question. Printemps 1924 camp de tente. Université Columbia, UCLA, Cornell, NYU et des dizaines d'autres. Des patrouilles bloquant l'accès aux bibliothèques à ceux identifiés comme juifs. Les patrouilles, bien sûr, sont composées de ces mêmes étudiants, issus des universités américaines d'élite. Il y a 100 ans, ils limitaient ouvertement les quotas juifs sous le président Lowell à Harvard et Eben à Princeton. Aujourd'hui, ils permettent la formation d'un environnement sur le campus où les étudiants juifs sont persécutés. Ils sont exclus des espaces communs et sont obligés de cacher leur identité pour participer à la vie économique ordinaire. Les déclarations conjointes des organisations étudiantes de Harvard du 8 octobre 1923, le lendemain de l'attaque, alors que les corps étaient encore extraits des kibboutz, ont accusé Israël de cette attaque. 30 organisations étudiantes ont signé. Israël est-il coupable?
Le professeur de l'université Cornell, Russell Rickford, a qualifié l'attaque du Hamas de revigorante lors d'un rassemblement de la faculté le 15 octobre 1923. Ce ne sont pas les conservateurs qui ont fait cela. Des personnes qui se disent elles-mêmes de gauche ont fait cela. Colonialisme de peuplement, lobby sioniste, AIPAC contrôle le Congrès, Israël force les États-Unis à mener ses guerres. La remarque d'Ilhan Omar sur le serment envers un pays étranger est un descendant direct de ce même trope. Les théories du complot autour de Soros fonctionnent des deux côtés du spectre politique. Mais du côté gauche, elles ont acquis une respectabilité intellectuelle. L'affaire étudiant pour un accès équitable contre Harvard. La Cour suprême, juillet 1923, la documentation du procès a mis en évidence les candidats américano-asiatiques et juifs. Harvard leur attribuait systématiquement une note plus basse sur le critère de la personnalité, c'est-à-dire les asiatiques et les juifs. C'est ce qu'on appelle un quota caché, mesdames et messieurs. Voilà de quoi il s'agit. Voilà exactement ce que nous avions chez nous quand j'étais jeune et que vous avez souvent connu aussi. Le principal idéologue de l'antiracisme, Ibram Kendi, a écrit dans son article « Comment devenir antiraciste ». Le seul remède contre la discrimination passée, c'est la discrimination actuelle. Le seul remède contre la discrimination actuelle, c'est la discrimination future. C'est exactement la même logique qui a été intégrée dans les lois de Nuremberg de 1935 pas dans le procès de Nuremberg, dans les lois qui ont ensuite conduit au procès de Nuremberg. La discrimination de groupe actuel est justifiée pour corriger une offense historique envers un groupe. Les Juifs ont offensé les Allemands pendant 300 ans, et maintenant les Allemands vont offenser les Juifs en retour. Les tuer. Le groupe cible est différent maintenant, presque différent. Les personnes blanches et les Juifs sont les mêmes, et la logique structurelle ainsi que le destinataire restent les mêmes. Il ne s'agit pas du fait que les partisans de DAI veulent un génocide. Le fait est que dès qu'une société accepte le principe selon lequel l'État et ses institutions doivent traiter les gens selon leur appartenance de groupe assigné, la question de savoir quels groupes bénéficient d'avantages et lesquels sont privés de droits devient une question de force politique et non de principe. Si vous êtes d'accord avec ce que nous venons d'analyser, écrivez le mot « je vois » dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez « je ne vois pas ». Et un argument. Je lis chaque commentaire, au moins une fois, 2 ou 3 heures après la publication, je passe en revue la chaîne, et je respecte le désaccord fondé sur des faits ou sur la logique. Ou peut-être sur des faits, la logique ou autre chose. Section privée, 4 $ par mois là-bas, j'analyserai la prochaine étape de cette tendance. Que se passera-t-il si cette logique est appliquée dans la politique d'État du prochain président démocrate ? Pour que cette analyse détaillée ne devienne pas une caricature, je dois préciser qu'en Amérique de 2026, il n'y a pas de machine d'État pour des meurtres de masse. Il n'y a pas de camp, pas de nuit de cristal organisée depuis la Maison-Blanche. Les Juifs en Amérique participent pleinement à la vie de l'élite, à la vie des élites. Ils occupent les plus hauts postes, dirigent les plus grandes entreprises, siègent à la Cour suprême. L'antisémitisme de 2026 n'est pas ce que l'on pensait. C'est un environnement, pas un génocide d'État. La violence est pour l'instant verbale, pas physique. Mais en Russie, en général, ça commence toujours par de petites choses. Eh bien, ça va dans cette direction. Le principe selon lequel une personne est avant tout membre d'un groupe et non un individu est un principe qui n'a pas de frein interne. On peut augmenter le volume. La violence peut être redirigée. La leçon du XXe siècle est que celui qui dirige, qui établit ce principe, ne contrôle pas ce qu'on en fera plus tard. Aucun de ceux qui votent pour un système d'avantages raciaux n'accepterait que ce système de préférence soit utilisé contre son propre enfant lors de l'admission à l'université. Aucun de ceux qui votent pour le BDS n'accepterait que le monde boycotte son pays, celui de son arrière-grand-père. Le principe ne disparaît pas sur le seuil de la maison d'autrui. Je veux que vous reteniez ceci. La leçon n'est pas d'avoir peur. La leçon, c'est de reconnaître cette musique tôt, dès le début. Savoir poser un diagnostic. Comme sait le faire la génération actuelle de juifs soviétiques, d'exilés cubains, de réfugiés vietnamiens, de Hongrois de 1956, nous avons déjà entendu cette musique auparavant. Il faut savoir la reconnaître, même quand elle est jouée dans une autre langue, sur d'autres instruments. Mais la musique reste la même.
Et surtout, nous savons exactement ce qui se passe après la deuxième partie. Et c'est parce que nous la connaissons. Nous avons un avantage. Que la génération de nos grands-pères n'avait pas en 1933, nous pouvons décrire ce qui se passe dès le début, calmement, avec des arguments, des sources et l'expérience de 100 millions de proches survivants derrière nous. L'Amérique de 1926 n'est pas l'Allemagne de 1933, et c'est en grande partie parce que nous sommes ici. Nous venons de systèmes qui ont déjà parcouru ce chemin. Nous expliquons aux Américains doucement, de manière cohérente, sans hystérie, ce que nous voyons, ce que nous reconnaissons. Et ce que nous essaierons d'empêcher de se reproduire. Peut-être que le rôle le plus important de notre génération d'immigrants dans ce pays n'est pas seulement de devenir riches, de bien vivre, ni simplement d'envoyer nos enfants à Harvard, mais de nous vacciner, de reconnaître le virus dès le premier symptôme et de dire calmement, tranquillement, fermement « J'ai déjà vu cela ». Ne recommençons pas cela. L'Amérique libre est un pays où chaque personne est une personne, et non une partie d'un collectif. Ni catégorie, ni couleur, ni groupe, ni privilégié, ni marginalisé, une personne ayant le droit de faire ses propres choix. Avec Guilhérium comme fondement, avec Galambaz dans la structure, avec Berdyaev comme rappel, l'Amérique c'est l'Amérique. Nous l'avons entre nos mains, c'est notre travail pour les 10 prochaines années. Jusqu'à la prochaine rencontre.